Bon, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais comme c'est la première revue de la semaine que je fais depuis les perquisitions qui ont eu lieu dans notre milieu, il faut que je vous en parle, parce que sinon ça va faire bizarre quand on va prendre la suite des revues de la semaine, on va dire qu'est-ce qu'il lui a pris, pourquoi elle n'a pas parlé de ça. Il faut dire que j'ai tellement l'impression d'en avoir parlé que ça me saoule moi-même le premier de revenir dessus. Mais il faut bien que je résume pour que vous ayez quelque part un argumentaire aussi serré sur ce que nous en pensons. Alors, d'abord, c'est un coup de force qui a été fait contre nous. Et je vous le résume de la manière suivante. Deux dossiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre ont été joints. Et sur cette base, des perquisitions communes ont été faites. C'est-à-dire, il y avait des gens qui relevaient des deux dossiers, certains d'un seul. Bon, c'est déjà une méthode judiciaire assez étrange. Deuxièmement, dans les deux dossiers, il n'y a pas de fait. Il y a juste une dénonciation. D'accord ? Dans le cas numéro 1, il s'agit des assistants parlementaires au Parlement européen lorsque j'étais député européen. Une dame d'extrême droite a dénoncé 17 personnes en disant leurs assistants ne faisaient pas du travail d'assistants, ils étaient en réalité des permanents politiques de leur parti. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Parce qu'à l'époque, il y avait une dénonciation sur le même thème contre Madame Le Pen et le Front National. Donc elle a dit ah ben moi, si c'est ça, je vais en dénoncer d'autres. Alors nous on lui a dit ah mais ça Madame, c'est une dénonciation calomnieuse. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui ont porté plainte sur ce thème-là. Et elle a dit, alors elle a compris que ça commençait à craindre pour elle, et elle a dit ah non mais c'était une plaisanterie, un pied de nez fait à la justice. Donc nous, à partir de là, on a tous dormi sur nos deux oreilles en disant bon, si elle-même elle dit que c'est une plaisanterie et qu'elle se moque de la justice, c'est à elle que ça va cuire, c'est pas à nous. Eh ben non, ça a suffi à déclencher une enquête. Mais elle a quelque chose de particulier cette enquête, c'est qu'elle a déjà eu lieu, parce que comme il y avait eu cette affaire de Madame Montel dénonçant les gens, le Parlement européen nous a écrit, en tout cas il m'a écrit à moi, en me disant, bon bah alors écoutez, voilà, j'ai des questions à vous poser, il y en a une vingtaine, et j'ai répondu. J'ai déjà répondu par écrit à toute cette histoire. Ma lettre, elle est du 3 janvier 2018, donc quand même, ça commence à dater maintenant, hein. Il y avait un moment pour la lire. Éventuellement pour dire, ah mais vous n'avez pas assez bien répondu à telle ou telle question. Personne ne m'a plus rien dit, d'accord ? La lettre est arrivée au Parlement européen, personne au Parlement européen ne m'a rien dit, et personne en France ne m'a rien dit. Il n'y a pas de juges qui m'ont dit, monsieur, voilà, on aimerait vous parler, parce que, bon, voilà, on a entendu dire que, on a une dénonciation, et voilà, j'y serais allé. On aurait parlé, mais personne ne m'a parlé de rien. Et tout d'un coup, les perquisitions. Alors évidemment, je vais y revenir, mais déjà, ça commence bien, c'est une dénonciation, et tout de suite, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi je dis 2 poids, 2 mesures ? Parce qu'elle a dénoncé 17 personnes. Pas moi, seulement. 17 personnes. Alors, que deviennent les 16 autres ? Est-ce qu'ils vont avoir une perquisition chez eux ? Parce que les 19 députés européens signalés par Sophie Montel, c'est... Alors, il y en a Marielle de Sarnez du MoDem, bon, elle n'a pas eu de perquisition, mais le siège du MoDem a été perquisitionné, et elle a dû sortir du gouvernement. Robert Rochefort du MoDem, je ne crois pas qu'il ait été perquisitionné, Édouard Martin du PS. Peut-être qu'il a été perquisitionné, alors on l'a pas su. Ou bien ça va se faire. Christine Revaud-Dallon, Bonnefoy, du PS. Hein ? Est-ce qu'elle... Bon. Jean-Louis Cotigny, PS. Michel Alliot-Marie, les Républicains. Angélique Delahaye, les Républicains. Brice Hortefeux, les Républicains. Marc Julot, les Républicains. Tokia Saïfi, les Républicains. Jérôme Lavrieux, les Républicains. Les Républicains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Républicains. Alors, moi, attention, hein, je ne suis pas en train de dire il faut aller les perquisitionner, hein, mais je dis pourquoi moi je suis perquisitionné. Nous, il y en a un, moi, dans la liste. Eux, ils en ont 7 et pas une perquisition. Alors je continue. Jean Arthuis, UDI. Dominique Riquet, UDI. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Et Michel Rivasi, Europe Écologie Les Verts. Alors ces deux-là aussi, ils disent, on leur dit, vos assistants avaient des fonctions de permanent au siège du parti. Yannick Jadot et Michel Rivasi. Ils vont avoir des perquisitions. Peut-être que je comprends mieux pourquoi ils n'ont rien dit quand il y en a eu chez moi. Mais ils ont tort. C'est pas en se cachant qu'on règle les problèmes. Et puis après, nous avons Virginie Rosière, Patrick Le Yarrick, du Parti communiste français, qui lui a pris ma défense, et moi-même. Alors, je vous ai lu cette liste, pas pour dire je demande des perquisitions, mais parce que c'est la preuve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est la preuve. Puisque seul moi, et seuls les assistants qui ont travaillé avec moi
dans toutes ces années que j'ai passées au Parlement européen, ont été perquisitionnés. Et il faut vous imaginer le choc que ça a été pour eux. De voir arriver la police à 7 heures du matin, la plupart d'entre eux ignoraient qu'il y aurait une affaire des assistants parlementaires, d'accord? Vous n'avez pas suivi, il y en a, ils font plus autre chose dans la vie. Ils font plus assistants parlementaires, ils sont usés au boulot avec moi, ils ont compris en voyant de près ce que c'était que la vie politique, à quel point c'est un poids. Bon. Moi, je leur suis très reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait avec moi, du travail qu'ils ont fourni, bon, bref. En tout cas, voilà déjà la preuve que c'est 2 poids, 2 mesures. Alors, quand vous entendez un procureur dire « Ah non, la justice est indépendante, elle est la même pour tout le monde », et M. Mélenchon n'a pas à s'y soustraire, mais il ne cherche pas à s'y soustraire. M. Mélenchon, c'est le contraire. Il veut juste être traité comme tout le monde. Et c'est une autre manière de dire que la preuve qu'il est traité comme tout le monde, c'est que tout le monde est traité comme lui. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. Je suis le seul sur 17 qui donne l'objet à perquisition et tous mes assistants. La deuxième affaire, vous la connaissez, c'est celle des comptes de campagne. Alors là, c'est le cauchemar à l'état pur. Là aussi, c'est une dénonciation d'un gars qui n'a pas respecté son boulot, M. Chalvron, qui a quitté son travail en cours de route. Il était rapporteur de mon dossier, personne ne m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'il soit rapporteur, parce que moi j'aurais dit je suis pas d'accord. Ce gars-là a été directeur de cabinet d'un mini-socialiste avec qui moi j'ai eu des embrouilles de première grandeur. J'aurais dit je suis pas d'accord, personne ne m'a rien demandé. Il nomme ce gars-là, il y va, il fait des histoires avec tout le monde, pas qu'avec moi d'ailleurs, hein. Il a dénoncé d'autres comptes de campagne. Et comme il s'occupait de mon rapport, c'est moi qui ai droit au maximum de la décharge. Et le type fout le camp. Si bien que le président de la commission des comptes de campagne dit « Ah mais cet homme-là, il raconte n'importe quoi, il parle de factures qu'il n'a pas vues, et il a abandonné son poste. » Et puis il a aussi manqué à son devoir de réserve. Normalement, il devrait être puni pour ça. Non, il ne l'est pas. Par contre, sa dénonciation alimente une presse qui bien sûr, est indépendante et a le droit de publier les ragots qu'elle veut. Bon, l'égout, il appartient à tout le monde. Hein. Bon, donc, ils ont fait ça, et seulement sur moi, puisque le seul sur lequel il y avait un dossier, les comptes étaient sortis, c'est moi. Et M. Chalvron, le rapporteur de mon truc. Donc, il y a des journaux qui ont repris, ils n'ont même pas regardé si c'était vrai, comparé les prix, etc., etc. Et surtout, ils n'ont pas réglé cette énigme. Comment se fait-il que la campagne qui dure le plus longtemps, 12 mois pour moi, 8 mois pour Macron, 3 mois pour le candidat du PS, Benoît Hamon. D'accord? Comment se fait-il que la campagne qui dure le plus longtemps dans les 5 premiers, et qui coûte le moins cher des 5 premiers, et qui est le moins remboursé des 5 premiers, c'est justement celle-là qui serait surfacturée. Écoutez, ça tient pas debout, tout le monde peut comprendre ça. Que s'est-il passé? Donc ce type, parjure, raconte ses salades, ça n'empêche pas mon compte d'être validé. D'accord? Mon compte a été validé. Et tout d'un coup, le président de la commission dit « Ah, mais moi, j'ai pas les moyens suffisants, je fais un signalement. » Signalement, c'est le mot poli et bien, vous voyez, pour dire dénonciation. Donc, en fait, il me dénonce. Et il dit « Eh ben moi, je sais pas. Mais comment, monsieur, vous savez pas? Vous m'avez déjà posé 2000 questions. Certaines par écrit, d'autres par téléphone. 2000 questions. Vous en aviez 1000 de plus à poser? Ben, allez, posez-les. On vous aurait répondu. On n'a jamais cherché à se soustraire. On n'a jamais cherché à se cacher. Dès qu'il y a eu des histoires, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai dit, c'est « Allez, on reprend tout !» Et si vous avez les miquettes pour vos comptes, eh bien, on reprend juste les miens. Juste les miens. Reprenez les miens. Redites ce que vous en pensez, recommencez à les détailler. Mais ne me faites pas ce coup pourri qui consiste à sortir des chiffres ici, là, les comparer à rien, là, comme a fait le soi-disant service investigation de France Info, hein, où ils prennent des chiffres qui comparent à rien, et pour décider que c'est surfacturé. Voilà. Donc, sur cette base-là, hop, perquisition. Alors, je vais terminer sur cet aspect-là. Au nom de quoi, perquisition? Comment ça se fait? Alors, on me dit, mais c'est le juge des libertés de je sais pas quoi qui a donné la consigne. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et comment vous expliquez ça? Parce que ce juge, il intervient dans un cas. Terrorisme ou banditisme. Sinon, j'aurais dû être prévenu. Sinon, on aurait dû me demander mon autorisation pour perquisitionner et on aurait dû le demander à chacune des personnes qui est là. Donc, nous avons été traités avec les méthodes qui sont celles du grand banditisme ou du terrorisme. Et ça, c'est pas légal de faire ça. Moi, je suis pas un terroriste. Je suis pas un grand bandit. J'ai pas organisé un trafic de cigarettes, de cocaïne ou d'armes. J'ai rien fait de ça et c'est pas ce qu'on me reproche. On me reproche de pas avoir présenté des comptes correct sur ma campagne et d'avoir eu des assistants qui faisaient de la politique. Voilà ce qu'on me reproche. Nulle part il y a écrit grand banditisme, trafic en bande organisée ou je sais pas quoi. Donc on m'a appliqué une méthode dont je ne relève pas. Mais elle a des conséquences. C'est que j'ai moins de droits en étant dans ce cadre
que quelqu'un qui est dans le cadre de terrorisme. À M. Benalla, ils lui ont demandé s'il pouvait aller chez lui. Le gars, il a dit, ah, c'est bête, j'ai pas ma clé. Ah, ben pardon, M. Benalla, on reviendra demain. Ils reviennent le lendemain, il manque un coffre-fort. Et des armes. Où c'est passé? Pas de problème. Le procureur dit, ah, bah écoutez, c'est des détails tout ça. Ils s'en foutent. Le coffre-fort a disparu, les armes ont disparu. Par contre, on trouve des armes au siège de La République En Marche. Il y a une suite? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a que pour nous. Donc c'est bien 2 poids, 2 mesures. Avec l'utilisation d'une procédure qui ne peut pas s'appliquer à des gens comme nous. Mais moi, je ne sors pas de l'œuf, les amis, je fais de la politique depuis un moment. Vous n'allez pas me faire croire un quart de seconde que c'est une histoire judiciaire, c'est une histoire politique. D'ailleurs, quand j'étais ici, je me tenais tranquille, pendant qu'ils perquisitionnaient, 7h du matin, tac, 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 police, encore chez moi, ils ont tapé au bon étage. Mais il y en a chez d'autres, ils avaient le code pour entrer, mais regardez comme c'est bête, ils ne savaient pas où était l'appartement. D'accord? Donc ils ont tapé à toutes les portes à 7h du matin pour dire « Ah, la police, vous êtes monsieur machin? Ah non, c'est pas vous. Ah, bon, c'est pas grave. » Voilà comment ils ont fait. C'est-à-dire tout votre immeuble est au courant que la police est chez vous. Je vous passe des détails parce que je ne veux pas tout raconter, et j'en garde des meilleurs pour la suite, moi aussi. Donc ils arrivent chez vous, ils font ces perquisitions. Tant que je croyais que c'était moi, Jean-Luc Mélenchon, justiciable, qui fait l'objet d'une perquis, je me dis, je me tiens tranquille, je vais attendre ça parce que je sais que c'est illégal. Je sais que c'est pas normal, que c'est une procédure extraordinaire d'entrer chez le président d'un groupe d'opposition, de fouiller toutes ses affaires. Puis je les vois faire, bam, ils me prennent mon ordinateur, tout ce qu'il y a dedans. Tout! Mais enfin, avant les ordinateurs, comme on faisait, ils rentraient, ils triaient dans les papiers. D'ailleurs, ils ont ouvert mes tiroirs avec des papiers. Ah ben ça, non, on prend pas, ça nous intéresse pas. Par exemple, dans mon tiroir, là, il y a droit d'auteur. Bon, ça les intéresse pas, ça n'a pas de rapport, on les sait. Un autre dossier, c'est mes impôts. Bon, ça les intéresse pas non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors après, il y a un autre tiroir où c'est photos de famille. Bon, rien à voir avec mes assistants, mais quand c'est l'ordinateur, vous savez, je suis un gars ordonné, dedans aussi c'est rangé, marqué photos de vacances, visage, cabinet, collaborateurs, animaux, mes dessins, j'ai des dessins que j'ai dans l'ordinateur, que je stocke parce que j'y fais des trucs. Projet de livre, c'est écrit dessus, projet de livre. Il n'est pas écrit, alors on peut regarder, hein, le gars il aurait pu me dire, monsieur ouvrez que je vois si c'est bien un projet de livre. Non, ils ont tout pris, tout. Et après on nous dit, mais bah oui, mais ça reste confidentiel. Vous foutez de moi? Quelque chose va rester confidentiel, qui a été remis à la justice, mais on rigole. Tout sort dehors. Et vous avez des gens qui sont des journalistes, qui payent des gens qui sont dans la justice pour leur donner des pièces. Donc il y a des gens corrompus, qui sont payés pour violer le secret de l'instruction. Parce que j'espère que personne ne croit que ça se passe comme ça, en disant, vous avez quelqu'un dans l'administration judiciaire qui dit, ah ben moi je le donne pour faire la lumière et la vérité. Mon œil, c'est pas vrai. Hein, c'est une transaction. Certains me disent c'est donnant-donnant. Ah bon, vous trouvez que c'est une expression qui arrange les choses? Donnant, de quoi? Contre quoi? Donc c'est bien un trafic. Il y a un trafic d'informations judiciaires. Et la procureure, elle prend la parole, elle n'a pas un mot pour dire, je trouve anormal que 4 jours après, on ait déjà sorti tel ou tel document de tel ou tel procès d'audition. Le rigolo de l'histoire, c'est que moi, mon propre procès d'audition, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres. Donc c'est en lisant le journal que j'apprends que ici il y a un problème, là-bas il y a je sais pas quoi, etc. C'est une honte. C'est pas un fonctionnement de justice indépendant, autonome. C'est une honte. D'ailleurs, il faut dire une chose, les gens qui s'occupent de moi pour me coller dans des impasses et des embrouilles, ça leur réussit. Prenons un exemple au hasard. Le président de la commission des comptes de campagne, ce gars-là, ils auraient dû le foutre dehors, ça fait 20 ans qu'il est là. Il a déjà raté 2 ou 3 campagnes électorales où il s'est trompé en trop ou en moins, hein. Et ben, à partir du moment où il me dénonce, qu'est-ce qui se passe? Il a augmenté, 57%. Pas mal, non? Il me dénonce, d'abord il commence par valider mes comptes, il me dénonce, il a augmenté. Et le procureur qui déclenche toute cette opération, avec toutes ces perquisitions, eh ben lui aussi, ça marche pour lui, il vient d'être nommé au poste le plus élevé de la magistrature du parquet, la Cour de cassation, où il va être procureur. Bien sûr, tout ça, ce sont des coïncidences, il faut bien le comprendre, parce que tout ça est indépendant, rien de tout ça ne fonctionne ensemble, etc., etc., etc. Et la chose la plus incroyable, c'est que, si vous voulez regarder, qui vient là? Les policiers du service de la répression de la fraude et de la corruption. Franchement, ils ont que ça à faire. Le même jour où on apprenait qu'il y avait plus de 50 milliards qui étaient volés par un processus d'optimisation fiscale par toute une série de boîtes en Europe. Et puis surtout, c'est des statistiques. Dans les affaires de corruption et de fraude,
il y a 281 perquisitions de fait pour 300 affaires. D'accord? Moins d'une perquisition par affaire. Sur des vraies affaires de corruption, vraies, je veux dire, qui donnent lieu à enquête de corruption et de fraude. D'accord? Et nous tout seuls, nous, la France insoumise, on a 11 perquisitions. D'accord? D'une manière générale, pour tous les autres, moins d'une perquisition par dossier, nous, tout seuls, 11. Franchement, ils n'ont rien d'autre à foutre. Si vous voyez la tête des magistrats et des policiers qui, eux, font pas de la police ou de la magistrature pour faire de la politique. Eux, dans leur vision du monde, ils pourchassent les voleurs, ils pourchassent les corrompus, voilà de quoi ils s'occupent, c'est ça leur raison d'être. C'est pour ça qu'ils aiment leur métier. Pas pour faire les basses méthodes de politique, aller casser les pieds au président d'un groupe parlementaire d'opposition. Mais en attendant, le résultat, c'est quand même celui-là. La criminalisation de la vie politique et de l'opposition. Parce que même si on me déteste, comme c'est le cas dans beaucoup de salles de rédaction, où j'ai des vieux anciens trotskistes avec qui on a réglé des comptes il y a 40 ans, mais apparemment ils continuent à les régler. Donc, admettons, ils me détestent, parfait, tout va bien, c'est la vie, on n'est pas obligé de tous s'aimer. D'ailleurs, je le leur rends bien, comme ça tout le monde est à l'aise. Mais c'est pas une raison pour passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que je suis président d'un groupe d'opposition, et pas n'importe lequel. Et que je suis perquisitionné. Ça, c'est pour les personnes. Mais 3 sièges politiques sont perquisitionnés. Le mouvement à la France Insoumise, le parti de gauche et l'association L'Air du Peuple, qui a été créée, sans mystère pour personne, pour organiser l'action et la collecte des fonds avant l'ouverture des comptes de campagne. Avec l'accord de la Commission nationale des comptes de campagne. Il n'y a absolument rien de mystérieux dans ce que je fais. Et comme je ne sors pas de l'œuf, j'ai pris mes précautions. Avant, parce que je savais qu'on me ferait suer. Après, je les connais tous. Mais là, j'en appelle à la conscience démocratique. Vous ne trouvez pas incroyable que pendant 7 jours, on vous ait fait tourner en boucle des images de moi en train de crier au siège du mouvement La France Insoumise, et que pas une fois, on pose la question de savoir si c'est normal de confisquer les fichiers d'une organisation. Mais moi, pourquoi je vais là-bas au siège? J'aurais pu aller au siège du parti de gauche. Je suis membre du parti de gauche. Pourquoi je suis allé au siège, au mouvement à la France Insoumise? Parce que c'est le mouvement qui entourait ma candidature à la campagne présidentielle. Vous m'avez confié votre soutien et il y a un fichier là-bas de 500 000 noms. Et 419 000 personnes actives. Ils sont peut-être partis avec, je ne sais même pas avec quoi ils sont partis, vu qu'il n'y a pas eu de procès verbal de fait. Donc, on s'est en quelque sorte fait cambrioler. Vous croyez que ça émeut un seul de ceux qui, si ça avait été un gouvernement de droite traditionnel, ils auraient hurlé au fascisme, à je sais pas quoi. Non, comme c'est Mélenchon, tous les coups sont permis. Et pendant 7 jours, on vous montre Mélenchon en train de se fâcher pour entrer. Pourquoi veut-il à tout prix entrer, Mélenchon? On pourrait se poser cette question. Ainsi que Manuel Bompard, directeur des campagnes, ainsi que le président de l'association L'Air du Peuple. Pourquoi ils veulent entrer? Mais pour voir ce qui va être pris. Et pour dire, attendez, ça vous le prenez pas. Parce que c'est le fichier, il n'y a aucune raison que vous ayez le fichier. Vous pouvez nous suspecter sur nos comptes de campagne, voilà où ça se trouve. D'ailleurs, vous avez déjà tous les documents, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ce que nous avons donné au compte de campagne et ce qu'il y a au siège, c'est les mêmes documents. Donc vous avez 2 dossiers joints sans raison. 11 perquisitions sur des personnes individuelles, alors que normalement ça ne devrait pas se faire. Et enfin, des confiscations d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Et surtout, la mise en danger de la vie démocratique d'un parti d'opposition, d'un mouvement d'opposition, d'un parti d'opposition, d'une association d'opposition. Et là, ça ferait aucun problème à personne. Eh bien, je vous demande d'y réfléchir. Ça doit vous montrer que les conditions sont déjà mûres en France pour que des coups, comme il s'en fait ailleurs dans le monde, aient lieu en France. Parce que, qu'est-ce qui va les empêcher demain de me mettre en examen? Après tout, on a bien mis en examen Lula pour un appartement qu'il n'avait pas. Qu'est-ce qui, dans tout ce qui a été fait, et d'ailleurs la procureure a annoncé la couleur en disant « Ah, mais attendez, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore. » Ah bon, parce qu'on va y arriver. Nous n'en sommes pas encore aux preuves graves et concordantes, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'est ça qui prépare. C'est le supplice par petites tranches. D'abord la grosse opération, je réagis fortement, on passe la minute, ou je ne sais pas combien de temps ça dure, les 60 secondes ou les 50 secondes pendant lesquelles je crie, pas une image où on aurait vu, par exemple, mon assistante jetée à terre par un des policiers qui était là, parce que nous, on est responsables. On n'a pas trop mis ces images en circulation, mais elles existent. 4 blessés, s'il vous plaît. Rien, pas un mot sur ce sujet-là. Par contre, les sujets importantissimes, est-ce que Mélenchon a crié? Est-ce qu'il a trop crié? Pourquoi il a dit « ma personne est sacrée ?» Parce que comme des ignorants, ils ne savent pas que c'est le cas depuis 494 avant notre ère.
les tribuns du peuple sont inviolables. Donc les députés le sont également. Et le reste. Et puis on a monté. Comment il s'est moqué d'un accent. Je vais me moquer d'un accent, moi qui ai souffert toute mon enfance de me faire moquer de moi parce que j'avais l'accent pied noir. J'ai cru qu'elle se moquait de moi, cette femme. Alors on me dit, ah mais vous saviez qu'elle avait un accent. Vous croyez que dans des moments pareils, on se rappelle de quelque chose? Bon, donc j'ai cru qu'elle se moquait de moi. J'ai dit, je suis désolé, c'est un malentendu, je voulais pas me moquer. Non, ça leur suffit pas, ils le répètent en boucle. Parce que le but de l'opération, dans la phase 1, est de me flétrir. Et de me montrer comme dit Cohn-Bendit, vous vous rendez compte, s'il devait être président de la République, ça serait une catastrophe. Et vous avez un autre dingo dans une émission qui dit vous vous rendez compte, confier le bouton nucléaire à ce gars, ça montre que celui qui parle, il sait pas comment marche le bouton nucléaire, parce que le bouton nucléaire, ça n'existe pas, c'est pas ce qu'il croit. Et je vais pas dire ce que c'est, parce que j'ai pas le droit de le faire, et je ne le ferai pas parce que c'est pas l'intérêt de mon pays. Mais tout ça, c'est des images destinées à flétrir. Et après, évidemment, tout ce qui m'approche, hommes et femmes, et je n'entre pas dans les détails, est montré sous un angle sulfureux, etc., avec un acharnement dont vous comprenez le sens. Le sens est de nous flétrir, que vous finissiez par penser, il n'y a pas de fumée sans feu. Et après, ils passeront à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça va être de dire, oui, mais tel machin, telle vidéo, tel truc, je sais pas quoi, qu'ils vont inventer, etc., etc. Donc, c'est un traquenard judiciaro-médiatique, politique, dont le tireur de ficelle est dans la Macronie. Alors après, je vous dis pas qu'ils sont tous macronistes là-dedans, non, parce que je connais le pédigré de beaucoup d'entre eux. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet, ça fait partie des épisodes prochains peut-être du feuilleton pour moi aussi. Voilà, je vous ai raconté cette histoire pour que vous compreniez les raisons de mon indignation, mais au-delà de mon indignation, au-delà de ma personne, de bien comprendre de quoi il est question politiquement. Et c'est pourquoi je vous invite à aller regarder ce que je raconte aussi sur la vidéo à propos du Brésil, parce que peut-être que vous verrez comment dans le monde entier les mêmes méthodes sont appliquées. Et évidemment, c'est pas que l'expression vous êtes au-dessus de la loi, vous voulez vous mettre au-dessus de la loi, je vous ai déjà dit pourquoi c'était pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les seuls cas de criminalisation. La criminalisation de l'action syndicale, elle est extrêmement dure contre les syndicalistes aujourd'hui. La criminalisation de l'action écologique, elle est extrêmement dure. Le jour où on a voté, on a jugé un écolo engagé alors qu'il n'était même pas dans le tribunal et que son avocat non plus, et qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient être jugés ce jour-là. C'est même pas digne d'une république bananière, ce genre de comportement. Bref, eux, ils sont beaucoup tapés. Mais c'est la première fois qu'est tapé un groupe politique parlementaire en tant que tel. Je ne peux pas distinguer en moi le candidat et le président du groupe parlementaire. C'est le même homme, c'est la même action, c'est les mêmes milieux. Par conséquent, il y a là une offensive qui a un contenu politique, une apparence judiciaire et une apparence médiatique, mais qui a surtout un contenu politique. Et vous autres, ne vous laissez pas avoir. Il y a beaucoup de gens, ils croient ce qu'ils veulent. Il y en a aussi beaucoup qui trouvent que ma colère est faible par rapport à la leur. Donc ça va, je me fais pas trop de soucis sur ce sujet. Et pour moi, ce qui compte plus que tout, évidemment, c'est cette affection populaire de tous ces gens qui m'ont manifesté de la sympathie, il doit y en avoir plein parmi vous qui ont envoyé des petits messages, et surtout, qui sont intervenus partout contre ceux qui nous flétrissaient. Alors ça, ça les a mis dans un état. Il y en a un paquet d'entre vous qui se sont désabonnés de Mediapart, parce que je trouve que c'est normal. Parce que, compte tenu de leur comportement, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, Vous pouvez pas répondre chaque jour à chaque truc, moi non plus. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous désabonner pour montrer que vous n'êtes pas d'accord pour financer une machine à calomnier, qui a fonctionné comme ça contre moi, matin, midi et soir, et qui a, en fait, s'est retrouvé être le cœur de l'action, avec évidemment les héros de France Info, qui sont quand même des petits menteurs et des gros menteurs, c'est comme vous voulez. Mais quand vous savez que le gars qui est directeur du service d'investigation, nous aussi on en crée un, j'annonce ça à tout le monde, pour notre chaîne Canal Phi. Mais quand vous savez que ce gars qui est le directeur du service d'investigation, normalement les amis, bon il y a des fonctionnaires parmi vous, ça prend du temps, Bon, je dirais directeur du service d'investigation, le gars toute la journée, il est là avec sa loupe, avec son manuel de Sherlock Holmes, en train de faire des investigations. En réalité, ce type, il ramasse les dénonciations qui lui arrivent et il paye pour avoir des choses qui sortent de chez les juges. Mais bon, passons. En tout cas, ça devrait l'occuper du matin au soir. Eh ben non, il a encore le temps de faire vivre une boîte privée de communication. Oui, ce monsieur qui fait le directeur du service d'investigation, payé par France Info, c'est-à-dire par vous tous, parce que c'est la radio d'État, c'est les impôts qui payent, eh ben il a encore le temps d'avoir une société de communication
alors on peut lui poser la question, puisqu'il n'a pas publié de compte les 7 dernières années, sa boîte existe depuis 7 ans. Si elle existe depuis 7 ans, c'est qu'elle fait quelque chose, sinon elle serait déjà fermée. Alors c'est qui? C'est qui vos clients? C'est quelle entreprise qu'on voit? C'est quel homme politique? Hein? Bon, voyons voir, je me demande qui, par exemple, Monsieur Sueur, le sénateur socialiste, donc vous dites tant de bien à intervalles réguliers. Bon, pauvre Sueur, je ne vais pas dire du mal de lui, j'en sais rien. Mais qui c'est? Monsieur le chef du service d'investigation, c'est qui vos clients depuis 7 ans? Qu'on voit si par hasard, il n'y en a pas beaucoup là-dedans, qui sont des gens qui m'aiment pas beaucoup, et qui pourraient, le cas échéant, sans aucun rapport avec France Info, récompenser vos talents par des prestations personnelles. Hein. Vous ne le ferez pas, vous ne répondrez pas, parce que vous êtes juste bon à ça. Attaquer des gens qui peuvent pas se défendre et le faire du matin au soir en utilisant la radio d'État pour le faire, et votre patron applaudit à deux mains, parce que ce patron, il a été nommé par Macron, et il a été nommé par Macron parce qu'il avait apporté son soutien à sa candidature pendant l'élection présidentielle. Voilà ce que vous êtes, juste une radio d'État politique.